Salut tout le monde, bienvenue dans Sport Stream. Chaque semaine dans le canapé un athlète pour une discussion en tête à tête. Mon invité n'a jamais couru après la lumière et pourtant elle a souvent brillé et éclairé les autres. Une constance rare, une discipline exemplaire et un mental d'acier. Des titres, des combats, des larmes, des sourires, beaucoup de sourires et toujours cette force tranquille. Aujourd'hui elle tourne une page du livre mais il n'est pas totalement refermé. Chez Andy, le basket se vit, sans répit, avec toujours de nombreux défis. Elle pose le ballon, mais pas la passion. On va en parler dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau la grande et victorieuse Ndene, alias Andy Miem. Ça va Andy? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Installe-toi. Merci. Oui, parce que pas grand monde le sait peut-être, alors dans ton entourage si, mais ton vrai prénom c'est Ndene et ça signifie grande et victorieuse. Alors grande, oui. Ouais. Victorieuse, peut-être que je Tu vais l'as un rajouté petit peu ça? rajouter, Ah d'accord. mais dans le contexte, voilà. C'est Ouais. vrai que ça dépend des contextes, mais ouais, surtout grande. Ouais, ok. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir ici. On s'est vu il n'y a pas si longtemps avec cette magnifique finale de Tarbes, malheureusement perdue pour ton club, mais c'était beau. Et désormais, tu es retraité des terrains, en tout cas. Comment ça se passe la vie d'une néo-retraitée du basket? C'est calme. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est calme, mais je suis contente. Là, j'ai pu rentrer, voir un petit peu ma famille, Ouais. je vais pouvoir voir mes amis et puis ouais, me relaxer avant de repartir sur une saison qui sera bon, moins intense physiquement, mais avec d'autres challenges. T'as parfois ces petits moments où, là, depuis que t'as arrêté, où tu sais, le matin, tu te dis « Ah, je dois aller à l'entraînement » ou « Je dois aller à la muscu ». En fait, tu te dis « Ah bah non, j'ai plus rien à faire de tout ça. Pour l'instant, je suis cool. » Ça t'arrive encore? Ouais, et pourtant, je vais quand même courir. Ah ouais, ah bah, tu t'infliges encore ça. Ouais. Mais là, je sais pas, c'est un goût différent. Ouais. Parce que je me dis que je le fais pour le plaisir. Ce matin, j'ai commencé à dire à ma mère que j'allais mettre un objectif de courir, je sais pas, un 10 km, un truc comme ça. Donc, on verra. D'accord, ok. Et comment on sait que c'est le bon moment pour arrêter? C'est jamais simple, tu vois, tu as une immense carrière, on regardera ton palmarès tout de suite après d'ailleurs. Comment on sait? Moi, je l'ai su quand tout devenait un petit peu plus lourd. Ouais. Quand je prenais un petit peu moins de plaisir à m'entraîner, Ouais. à aller faire les séances de muscu, à voyager, tout ça, ça devenait un petit peu plus pesant. Et là, je me suis dit, je commence réellement à sentir que c'est des contraintes. Et voilà, je me suis dit, là, ça sent pas très bon. En tout cas, c'est beau et c'est très rare de pouvoir choisir sa fin de carrière, ne pas être freiné par une blessure, ne pas terminer sa carrière frustrée. Ouais, c'est vrai que on me l'a rappelé plusieurs fois, donc j'essaye d'apprécier aussi ma chance quelque part. Donc ouais, cette saison, bon, même si j'ai été freinée en tout début de saison par une petite blessure, mais après le reste, j'ai pu finir à peu près tranquillement. Donc ouais, je remarque quand même que c'est un privilège. Et qu'est-ce qui va le plus te manquer? Alors maintenant, c'est peut-être difficile de le dire, le manque n'est pas encore forcément ressenti peut-être, mais Ouais. à terme, tu penses qu'il y a certaines choses qui peuvent te manquer? Je pense que ouais, et clairement, je l'ai senti sur la fin de saison, c'est ces matchs à enjeu. Quand voilà, les salles, voilà, tout ça, quand les salles sont pleines et que tu sais que c'est un match chaud et qu'il y a du monde qui est là pour te supporter ou te huer. Ouais. Mais voilà, toute cette atmosphère-là, bon, j'aurais pas ça et qui m'attendra au bureau, je pense. Le palmarès d'Andy Miem, alors il est évidemment long, comme je l'ai dit d'ailleurs en intro pour les finales, on était sur place avec toute l'équipe, long comme le bras de Frédéric Weiss, que tu connais très bien. Andy, voilà, en équipe de France, 235 sélections, 9 médailles, 7 médailles européennes, 2 médailles olympiques. Et puis en club, c'est 16 saisons en Ligue féminine, 5 clubs, Bourges, les Flammes Carolo, Latte Montpellier, Lasvel et puis Tarbes évidemment. 7 fois championne de France, 4 fois vainqueur de la Coupe de France, l'Eurocoupe, meilleur jeune également, 389 matchs joués et 3998 points marqués, presque 4000, à un panier des 4000 points. Et ouais. Andy. Alors regarde, on va faire un petit truc, tu as un ballon derrière, alors c'est pas un ballon de basket, c'est un Oula. ballon de hand parce que c'est adapté à ce panier et on va te permettre, dans Sport Stream, d'inscrire les 2 points qui te manquent pour atteindre les 4000. Faut que je shoot Ok. ici, là. Ah ouais, vas-y. Alors je te fais confiance, je sais que tu es une très grande shooteuse, Andy, mais je vais quand même, pour protéger le décor de Sport Stream, me mettre là. J'ai la pression là. Je te laisse prendre tes marques. Wouah. Ah, une deuxième chance. Ouais, Une deuxième haut chance. Et on gardera que la meilleure au montage, évidemment.
Hop, voilà, les 4000 points d'Andy Millem. Bravo, bravo Andy. Ah, mais voilà. On en rigole un petit peu, mais quand tu regardes ce palmarès, je sais quand tu es athlète de haut niveau, c'est toujours, voilà, on décroche un titre et puis on profite finalement très peu, on passe tout de suite à l'objectif suivant. Là maintenant, tu as arrêté. Quand tu te replonges un peu dans tout ce que tu as vécu, dans ce palmarès dingue, qu'est-ce que tu te dis? C'est vrai que c'est délicat. Des fois, je me dis, ah ouais, c'est quand même cool, j'ai vécu ci, ça. Et puis des fois, je me dis, enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir justement réussi à prendre encore totalement ce recul sur ce que j'ai fait. Donc, je le réalise surtout par les gens qui m'en parlent et qui essaient de me faire réaliser que ce n'est pas donné à tout le monde et qu'effectivement, c'est quand même un accomplissement. Donc voilà, mais après, effectivement, ouais, il y a pas mal de victoires, quelques titres. Donc ouais, tout ça, je me dis que, pour avoir joué, par exemple, cette année avec des filles qui n'ont pas encore de titre, par exemple, donc ouais, je me dis, c'est quand même quelque chose. Donc voilà. Ouais. Tu arrives à te rendre compte, à prendre conscience de la trace, de la marque que tu vas laisser sur le basket féminin, le basket d'ailleurs, tout court français? Pas tellement. Ouais. Peut-être c'est encore trop récent aussi. Ouais, peut-être. Mais ouais, non, pas tellement. Je sais pas, je verrai. Ouais, peut-être avec le temps. Ouais. Et est-ce que là, parce qu'on en parle beaucoup aussi, hein, quand des athlètes prennent leur retraite sportive, on dit la petite mort du sportif, de la sportive. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu redoutes, ça? Ou pas forcément? Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression de l'avoir vécu un petit peu avant justement d'arrêter, où j'ai eu quelque part ce coup d'arrêt quand je me suis blessée à Bourges, que j'ai dû subir une opération, que ensuite j'ai plus été appelée en équipe de France. Donc là, quelque part, moi, je l'ai senti comme ouais, une petite mort. Tu voulais arrêter à ce moment-là? Il y a eu, tu t'es dit, c'est peut-être la fin de l'aventure finalement? Ouais. Clairement, je me suis posé des questions. Parce qu'il y avait aussi forcément l'équipe de France qui prenait beaucoup de place et j'ai envie de dire qui rythmait un peu aussi ma vie, quoi, ma carrière. Et ouais, là, de ne pas aller en équipe de France, ça m'a mis vraiment un coup d'arrêt. Et là, je me suis dit, si l'équipe de France s'arrête, est-ce que j'ai encore envie de jouer au basket? Donc j'ai vraiment eu cette réflexion à ce moment-là. Ça m'a mis un peu de temps, ça m'a pris un peu de temps pour répondre à cette question. Et puis finalement, je me suis dit, si, parce qu'il y a des choses finalement qui m'ont manqué dans ma rééducation. Il y a, voilà, petit à petit, je voyais ce qui pouvait m'attendre, ce que je pouvais encore aller chercher avec ou sans l'équipe de France. Ouais. Donc là, tu vas pas nous faire une Céline Dumer. C'est impossible, on te reverra plus avec le maillot sur le terrain. Non. Non, c'est sûr. Non. Je suis revenue parce que quelque part, j'avais, je sais pas, peut-être ce besoin de finir comme je le souhaitais. Mais je me suis vite rendu compte que bon, après ça, c'était terminé. Ouais, et puis la reconversion est toute trouvée au sein du club dans lequel tu as évolué cette saison. Tarbes, tu seras directrice sportive dès la saison prochaine. Déjà, alors, explique-nous peut-être un peu, là, pour tes spectateurs, tes spectatrices, ce que c'est concrètement d'être directrice sportive d'un club de la Boulangère Wonder League, le championnat de basket féminin français. Je vais le découvrir. mais non, pour les informations que j'ai pu prendre par-ci par-là, notamment d'anciennes Élodie Gaudin, Céline Dumerc. Exactement. En fait, c'est un peu servir de lien entre le sportif, on va dire le coaching staff, avec le médical, avec les joueuses, avec l'administratif. Donc voilà, faire que tout ce monde-là puisse travailler ensemble de la meilleure des façons. Et c'est un peu un rôle de facilitatrice, quoi. Donc il y a de la logistique, il va y avoir de la communication. Enfin voilà, j'imagine ce rôle un peu comme touche à tout. Et voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de challenges et de nouvelles choses à découvrir et à apprendre. Et le fait d'avoir été joueuse dans cette équipe, alors il y a des départs côté Tarbes pour la saison prochaine, mais il y a aussi des joueuses qui vont rester dans ce club. Passer directrice sportive avec ces joueuses qui sont encore au sein de l'effectif, tu dirais que c'est une force ou peut-être quelque chose d'un peu compliqué à gérer parce que c'est plus forcément la même relation que tu vas pouvoir entretenir avec ces joueuses?
C'est sûr que la relation va devoir un petit peu changer ou du moins un peu évoluer. Mais en tout cas, je vais essayer de faire que ce soit un avantage et une force d'avoir pu évoluer justement avec ces joueuses-là, d'avoir pu évoluer dans ce club-là, dans cette ville-là. Et voilà, je connais les gens qui sont là, je connais des visages et inversement. Donc voilà, j'espère pouvoir tourner ça justement à mon avantage et à celui du club. Et ça a toujours été une volonté, Andy, de te reconvertir dans le basket. Je ne parle pas forcément de la direction sportive, mais dans le basket. Non. Ah ouais? Ouais, non, au début, il y a un moment déjà, Ouais. je me disais non, j'ai pas envie de rester dans le milieu du basket. Je veux couper, quoi. Ouais, clairement, je me voyais partir. Et puis en fait, avec le temps, je me suis dit que ce serait dommage parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu, toutes les personnes que j'ai rencontrées, les différents clubs, les différents general managers, enfin tout ça, voilà, toutes ces personnes-là, je pense m'ont apporté des choses, j'ai pu voir certaines choses. Et puis, voilà, de par mon expérience, je pense que je peux m'en servir pour, en tout cas, entamer cette reconversion. Après, est-ce que je vais finir ma vie en étant directrice sportive? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de commencer de cette façon-là. Et quel autre secteur d'activité pourrait t'intéresser? Alors, au départ, je voulais faire médecin. Moi, Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, on est... Ouais. Au départ, c'était ça. Bon, au bout d'un moment, j'ai vite compris que ça allait être compliqué d'allier les deux. En effet. Mais pas impossible, hein. Il y en a qui le font, ils sont rares, mais ils le font. Et puis sinon, j'avais aussi fait des études de communication, donc voilà, ça après, tu peux aller dans plein de milieux différents. Ok, la chanson, non? Parce que je sais que tu chantes pas mal. Vous pouvez d'ailleurs retrouver quelques vocalises d'Andy Miem sur tes vlogs. Hein. Les vlogs là que tu as fait. D'ailleurs, c'était très bien, je tenais à te le dire. J'ai vraiment bien aimé. Petit vlog pour retracer un peu la dernière saison de ta carrière avec les moments forts. J'ai vraiment bien aimé. Ouais, j'ai pris plaisir à faire ça. Au début, je n'étais pas forcément convaincue de l'idée. Et puis, je me suis dit que pourquoi pas. Et puis, même pour moi, avoir un petit souvenir, ça pouvait être cool. Et puis, finalement, y a du monde qui a regardé et puis qui m'a dit que c'était sympa. Donc, je me suis dit tant mieux. Hein. Et ce qui était très sympa également, même plus que ça, c'est la saison fantastique de Tarbes. Évidemment, une finale perdue, mais une finale tout de même presque inespérée. En tout cas, nous, journalistes et grand public, on n'y croyait pas vraiment. Andy, qui est assis dans ce canapé, elle y croyait. Explique-nous déjà comment tu t'es retrouvé à Tarbes. Parce qu'on précise, tu te blesses à Bourges, ensuite tu fais une saison à Lyon compliquée avec un effectif un peu décimé, puis tu te retrouves à Tarbes. Comment ça s'est fait tout ça? Justement, alors à la fin de ma saison à l'Asvel, donc là je me dis bon, est-ce que je continue ou pas? Je savais pas trop. Et puis je me suis dit bon, si je continue, en tout cas moi il faut vraiment que je commence justement à penser sérieusement et à basculer dans cette reconversion. Et puis j'ai eu 2 projets en tout cas qui se sont présentés à moi, dont celui de Tarbes. Et l'autre, c'est le. Enfin, je sais pas si tu peux le dire ou pas. Je sais pas. Je crois que je le sais, mais je vais pas le dire. Voilà, on va garder la confiance. Mais les 2 projets étaient plutôt similaires. Et en gros, c'était de commencer en tant que joueuse et puis ensuite de me proposer de basculer. Et donc là, Tarbes m'a demandé qu'est-ce qui m'intéresserait. Donc je leur ai dit que le poste de directrice sportive m'intéresserait. Donc ils m'ont dit allez, go. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et tout de suite, parce que voilà, tu dis que tu as hésité à refaire une saison. Est-ce que tout de suite, dès les premiers matchs, tu retrouves du plaisir? Tu te dis ouais, j'ai bien fait de remplir une saison de plus ou le démarrage est un peu poussif? Le démarrage te concernant. Ouais, le démarrage est un peu poussif. Enfin, après, c'est disons que l'été déjà, donc, je me retrouve à commenter pour les Jeux Olympiques. Sur Eurosport. Voilà. Et là, bon, clairement, je n'ai pas eu la préparation que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Donc, c'est quand même ma faute. Donc, forcément, j'arrive à Tarbes et je ne suis pas dans le meilleur de ma forme. Et donc là, je me fais mal. Et là, je me dis, mais en fait, mais quelle idée t'as eu de continuer? Franchement, t'aurais dû t'arrêter. Et puis, finalement, une fois qu'on y est, je fais ma rééducation. Et puis là, je vois sur le côté les filles en fait qui s'entraînent et je vois l'énergie qu'elles mettent. Donc je me dis bon, va falloir matcher cette énergie-là. Et puis, mais je me dis surtout que en fait, ça me donne envie d'y retourner et d'aller me battre avec elles sur le terrain, quoi.
Donc voilà, on va dire que le début était un peu compliqué, mais une fois que je les ai rejoints, c'était cool. Et puis j'ai vraiment senti que j'avais besoin de faire cette dernière saison. Alors cette saison, elle a été magique, en tout cas ces playoffs ont été magiques. Cette saison, elle a aussi été très difficile. Je reprends une période un peu cata pour Tarbes, hein, de janvier à mars, il y a eu 7 défaites de suite. Je pense que vous étiez un peu au fond du trou à cette période. Quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu un élément, je sais pas, un match bascule, un élément déclencheur qui a redynamisé un peu cette équipe de Tarbes? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont joué en notre faveur. Nous, je sais qu'on devait gagner un match très important contre Villeneuve. Oui. Donc ce match-là, on le gagne à la maison. Et puis ensuite, on a été aidé aussi par, je ne sais plus quelle équipe, est-ce que c'était Landerneau qui devait gagner? Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont un petit peu enclenchées comme ça. Et moi, je me souviens d'avoir dit aux filles, alors qu'on n'était encore pas qualifiés pour les playoffs, je leur dis, les filles, si on est qualifié, si on se qualifie pour les playoffs, je sais qu'on peut aller au bout. Ça, c'est fou, ça. Faut qu'on vise le titre. Donc forcément, tout le monde me regardait. Elle est mignonne la vieille, mais ça, elles me l'ont avoué après, hein, parce que devant moi, j'étais là, ouais. Et puis je pense que dès que je sortais du vestiaire, c'était non mais complètement baboule. Mais voilà, après, une fois qu'on justement on est passé sur ce mode playoff, il y a juste à dérouler, quoi. Mais comment ça se fait que toi, du coup, tu es la seule vraiment à y croire? C'est l'expérience, tu sais que les playoffs, voilà, les cartes sont redistribuées. Comment tu y crois comme ça aussi fort, toi, Andy? Est-ce que c'est l'énergie du désespoir? Je ne sais pas. Non, mais je sais qu'effectivement, sur des playoffs, et là, en plus, avec le format qu'on avait donc de 2 matchs... avec un cumul des scores. Ouais. Honnêtement, tu te dis, bon, c'est quand même, il y a quand même des trucs à jouer. Et puis, même au-delà de ça, pendant la saison, alors c'est vrai qu'on avait fait des matchs un peu, enfin, des périodes cata, donc les 7 matchs perdus d'affilée, c'était dur. Mais je me souviens du match qu'on avait fait contre Bourges, où au final, on perd à la maison de combien? 1 point, ou un truc comme ça, sur un lay-up de Pauline, voilà, à la fin. Et en fait, on était capable de sortir des très gros matchs, quoi, et vraiment de faire des grosses défenses, et pas que voilà, pendant 2 minutes. Non, on était capable de faire ça sur tout un match. Donc là, je me suis dit, bon, il y a quand même un potentiel, quoi. Maintenant, il faut qu'on y croit, en fait, et qu'on arrête de se dire, bon, c'est pas pour nous, et on n'est pas capable de le faire. Donc, moi, en tout cas, je voyais ça, et je me suis dit, de toute façon... il n'y a pas de risque en fait à y croire tout simplement. Et après, je me suis dit, mais ce serait juste dingue pour cette dernière saison, voilà, d'aller au bout. Donc après, bon, je les ai poussés et moi, j'y croyais quand même. Mais je me suis dit, bon, voilà, faut les pousser et leur dire qu'il y a moyen. On va retracer un peu le parcours de Tarbes en play-off. Vous avez pu le suivre en intégralité sur Sport en France. Donc on précise, Tarbes termine 8e, donc dernière équipe qualifiée pour les play-offs. Le 8e affronte la première équipe du classement, qui n'est autre que Bourges, une équipe qui a dominé la saison outrageusement, 19 victoires, 3 petites défaites. Alors je te l'ai dit, Andy en off, et je te le redis ici, et je le redis à tout le monde, et vous pouvez retrouver les replays. Tous, que ce soit moi, Lucas, Fred, Angelo, toute l'équipe basket de Sport en France, et je pense quasiment tout le monde, voyez Bourges passer. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu, pour Bourges en tout cas, puisque Bourges gagne de +2 à l'aller au Quai de la Dour. Et le match retour, il est au Prado. Le Prado, c'est une forteresse quasiment imprenable. Je crois que Bourges n'avait pas perdu un seul match en championnat. En championnat, ouais. Voilà. Et là, Tarbes sort un match fantastique avec Moussa au buzzer et toi, Andy, qui est en mode All-Star, 19 points, 20 d'évaluation. Toi, avec un peu de recul, là, tu dirais que ce match, tu l'as joué, enfin, vous l'avez joué avec un supplément d'âme? Ouais, clairement. Clairement, et puis... Je pense que voilà, tous les sportifs, ou du moins tous les basketteurs, vont savoir de quoi je parle, mais des fois, c'est pas vraiment nous dans notre corps. Dans la zone en fait. un peu, ouais. Et on est, voilà, tout ce qu'on fait, on arrive, ça, voilà, il y a des trucs comme ça. Non, mais c'est la passion, il y a un truc en plus, on est désinhibé parce que clairement, personne croit en nous et qu'on n'a rien à perdre, en fait. C'était dingue. Franchement, ce match, alors... Moi, je ne sais pas comment c'était Lucas et Fred, mais le scénario est fou, parce que si je me rappelle bien, Pauline Astier
pense donner la victoire presque à Bourges sur les 2 matchs avec un lay-up. Et puis derrière, Moussa qui met ce shoot qui vous délivre. Tu peux me décrire un peu le moment où tu vois ce tir de Moussa rentrer? Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'était la folie parce que je crois qu'on avait eu un temps mort avant et là, François Gomez qui nous dessine un play à faire voilà, après le temps mort, donc on le fait, clac, donc là, c'était Moussa, pareil, mais de l'autre côté, Ouais. donc elle le met. Donc je sais plus, peut-être qu'entre-temps, il y a eu le lay-up de Pauline, bref, il y a encore le temps mort, exactement. et là, donc on s'attend à ce qu'il nous dessine un autre play, il nous dit non, on va faire le même play. T'es sûr? Moi, François, mais... Sauf qu'il dit, là, en fait, elle va feinter d'aller du même côté, mais elle va repartir de l'autre. Bon, bah, vas-y, écoute, let's go, hein. Énorme. Et en fait, voilà, et c'était moi qui devais lui faire cette passe. Donc, je lui fais la passe, et puis bon, bah là, MJ, en plus, ce jour-là, elle était... Enfin, pas que ce jour-là, mais ce jour-là en particulier, elle était vraiment sur les nuages, et ouais, et ça rentre, et là, je me dis, mais waouh, c'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Alors, dingue, évidemment, pour toi aussi, parce qu'on précise que Bourges, c'est bah voilà, le club qui t'a formé, qui t'a lancé, où tu as tout gagné quasiment. Tu as joué 11 saisons là-bas. Là, c'était ton dernier match de ta carrière au Prado. Tarbes s'impose avec toi qui fais un match énorme sur un tir quasiment au buzzer de Moussa. Tu dois faire un discours après, prendre le micro devant une salle que tu viens de climatiser. Ça doit être super dur, ça, Andy. Je sais pas toi comment tu l'as vécu de l'intérieur. Ouais, c'était pas très agréable. Ouais. Parce que à la fois, trop contente. T'as envie d'exulter, quoi. Ben oui, et j'ai juste envie de crier au micro. On l'a fait. Sauf que bon, à la fois, j'ai un hommage qui m'est rendu par une équipe qui vient de perdre et voilà, qui s'y attendait pas du tout. Donc il y a quand même ce respect qu'il faut avoir pour tous les fans qui sont là et les gens qui restent là aussi pour voir ce moment qui m'est un petit peu dédié. Et donc ouais, c'est beaucoup de joie, à la fois beaucoup de retenue, donc c'était pas simple. Bon, en tout cas, t'as bien géré, je te le dis, le discours était très bien. Et puis Tarbes a enchaîné en demi-finale, parce que pareil, après on se dit, bon voilà, Tarbes a créé un exploit, ça va peut-être s'arrêter en demi, face à Charleville-Mézières. Un peu le même scénario, Charleville gagne au Quai de la Dour, match retour, Guinguette Arena, pareil, blinde de public, en plus Charleville qui est en confiance, qui vient de remporter la Coupe de France, et vous gagnez, encore, à l'extérieur. Comment tu l'expliques ça, Andy, que durant quasiment l'intégralité de ces playoffs, Tarbes a su se transcender à l'extérieur, être un peu une équipe plus à réaction, j'ai envie de dire. Ouais, quelque part un petit peu, ouais. Je sais pas. Là, je crois qu'on était bien à jouer chez les autres. Ouais. Franchement, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé entre nous et on avait cette énergie qui était là et ouais, qui nous a poussé à faire des choses un peu folles, quoi. Donc il y avait quand même pas mal de confiance et voilà, c'est le sport, c'est la beauté du sport et oui, on se retrouve à faire des exploits comme ça dans des salles quand même un peu mythiques et redoutées du championnat. Il y a eu un moment durant ces playoffs où, alors sans prendre les autres équipes de haut, hein, bien entendu, mais où vous vous êtes dit rien ne peut nous arriver. On est tellement dans la zone, entre guillemets, tu vois, sur un nuage, que plus rien ne peut nous arriver. On va le faire, on va aller au bout. Est-ce que toi, à un moment, tu l'as pensé? Est-ce qu'une coéquipière a pu te le dire, tu vois? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Je pense qu'on gardait toujours les pieds sur terre. Enfin, on était toujours même surprise, en fait, à quel point on était capable de faire des trucs, enfin, des folies, quoi. Et je pense que non, on a quand même gardé les... Bon, on est resté calme, voilà. Même si on faisait des folies, on se disait, bon, faut qu'on se méfie parce qu'après, à chaque fois, après, on avait un autre gros morceau, quoi, toujours. Donc, c'était Bourges d'abord, ensuite, c'était Charleville. Donc, bon, tu peux pas te reposer. Et puis ensuite, c'est BL. Et on sait que, voilà, les matchs Tarbes-BL, et puis même BL tout court, c'est du solide. Donc non, franchement, on n'a pas eu ce genre de réflexion.
Donc BL, bon, vous le savez, hein, sur Sport en France, on aime le basket féminin, je pense que vous le savez, Basketland, Oui. évidemment, en finale face à Tarbes, un derby du Sud-Ouest en finale, c'est magique. Et puis là, on se dit, bah, Tarbes ne remporte jamais, depuis le début de ses playoffs, un match au Quai de l'Adour. Bah, vu que les planètes sont alignées, bah, Tarbes s'impose lors du match 1 au Quai de l'Adour. Là, à ce moment-là, même nous, hein, on a couvert l'événement, on s'est dit, mais c'est irréel en fait. Ouais. Enfin, Tarbes, à chaque fois, répond présent au moment où on les attend le moins, finalement. Ouais, clairement. Bon, bah là, peut-être qu'on aurait dû attendre les Oui. 2 matchs à l'extérieur. Non, mais oui, encore une fois, à la maison, et encore en faisant un match pas Bah, basketement parlant, oui, le match n'était pas, c'était pas pas dingue. fameux. Ouais, mais- c'était pas fameux. Mais au final, ouais, ça passe. Donc, après, je pense qu'on était quand même en confiance dans notre basket et bah, grâce aussi à tout ce qu'on avait pu faire jusque-là. Qu'est-ce que tu retiens de ces finales, cette dernière finale pour toi? Tarbes remporte le match 1, puis ensuite il y a 2 matchs qui vont se disputer à Basketland, puisque le format change entre les quarts et les demi, qui sont en 2 matchs et un cumul des scores. En finale, c'est sur 2 matchs gagnants. Basketland remporte les 2 matchs chez elles. Qu'est-ce que tu retiens, toi? C'était un vrai combat, une grosse bataille durant l'intégralité de ces finales? Ouais, c'était quand même super intense. Euh, et ouais, quand on ressortait du match, bon, on était fatigués, on sentait quand même qu'on avait joué. Maintenant, ouais, j'essaie de retenir quand même le positif. Il y a des regrets ou pas? Parce que d'un œil extérieur, moi je me dis, tu viens de vivre une saison comme ça, tu peux presque pas avoir de regrets. C'est tellement magique ce que tu as vécu. Mais en même temps, quand tu vois le match 2, notamment le match 3, il n'y a pas photo, mais le match 2, vous êtes dans le match quasiment toute la partie, vous craquez un peu sur la fin, Basketland prend ce match. Toi, comment tu le vis là actuellement? Est-ce que c'est une plaie qui est ouverte? Est-ce que la plaie s'est très très vite refermée derrière? Elle a mis un peu de temps à se refermer quand même. Mais je dirais que si je devais avoir des regrets par rapport à cette saison, ce serait juste le match 2. Voilà. Ouais. Peut-être quelques minutes ou 1 ou 2 possessions qu'on aurait pu gérer différemment. Mais sinon, après, tout le reste, franchement, c'est quand même la belle histoire. Et voilà, c'est juste dingue. Mais d'ailleurs, François Gomez, hein, le coach de Tarbes, l'a répété durant l'intégralité de ses playoffs, hein, après avoir sorti Bourges. Mais il a dit, peu importe le résultat final, cette aventure elle aurait été magique du début à la fin, quoi. Ouais, vraiment magique. Parce que je suppose que il y a eu aussi cette saison des moments de, sans tout révéler, Andy, hein, mais des moments de tension au sein du groupe, au sein du staff peut-être, quand les défaites s'enchaînent, on sait que ça peut tendre un peu tout le monde. Toi, tu l'as ressenti parfois cette saison-là, des moments vraiment où c'était chaud Ouais, ben, notamment quand on parlait de la période où on a perdu Ouais. ces 7 matchs d'affilée. Je crois que moi, j'avais jamais perdu autant de matchs d'affilée. Et ouais, c'est pas facile à ce moment-là, quoi. Donc, après, forcément, on a bah, François qui essaie de trouver des moyens de, voilà, peut-être nous piquer un petit Ouais. peu, nous réveiller ou de, voilà, peut-être faire que, bah, je sais pas, que ça reprenne, voilà. un déclic Ouais, de créer un déclic pour que justement la dynamique reprenne et qu'on arrive à inverser tout ça. Donc après, je pense que c'est normal parce que tout le monde est un peu pas dans sa zone de confort. Voilà, c'est pas très agréable sûr. de perdre comme ça. retourner à l'entraînement après, ouais. t'enchaînes les défaites. C'est ça. Alors, bon, malgré tout, on a continué à bosser. Hein. Ça, c'est clair qu'on on s'est jamais arrêté. Donc, c'est aussi ça, sûrement, qui a fait que, bah, à un moment donné, ça a pu rebasculer en notre faveur. Mais oui, c'était pas des moments toujours très agréables. Et toi, Andy, alors, ce fameux match 3, dernier match de ta carrière, explique-moi un peu. Tu te lèves le matin, est-ce que tout de suite, tu te dis, waouh, aujourd'hui, journée spéciale, dernier match de ma carrière, ou alors, tu n'y penses pas, l'enjeu de la finale prend le dessus sur ton cas personnel? En vrai, quand je me suis levée, ça allait. Je me suis dit, j'étais vraiment comme tous les autres matchs. Et puis, je crois que c'est après la sieste. Là, ça a vrillé. Là, j'ai commencé vraiment à réaliser que, waouh, en fait, c'est la fin, là. Là, c'est la fin et
Et ça veut dire que peut-être que tu vas finir en riant, en criant ou peut-être en pleurant. Et là, j'ai vraiment commencé à... Et j'ai essayé de me contrôler pendant tous les playoffs. J'ai réussi. Et jusqu'à ce jour-là où là, franchement, ça a été un petit peu plus compliqué. Ouais, ça doit être spécial. Je me dis même dans ta routine d'échauffement, tout le rituel que tu mets en place avant les matchs durant toute ta très belle et longue carrière, là, tu te dis, c'est la dernière fois que je fais ça. Ouais, clairement. Clairement, un peu comme les petites vidéos que je tournais, ma dernière. Et là, en fait, toute la journée, je me disais, waouh, c'est vraiment le dernier shooting. Waouh, c'est vraiment la dernière fois que je vais rentrer sur un parquet comme ça. C'est la dernière fois que je vais m'échauffer. Enfin, bon, voilà, ainsi de suite, quoi. Et ouais, il y a quand même une prise de conscience. Et là, j'étais un peu, je sais pas, comme tout en haut d'un building et waouh. Je vais sauter et ça va être la fin, quoi. Là, c'est vraiment le grand saut final. Et c'est vrai que c'est particulier. Alors, durant ces finales, évidemment, il y a eu beaucoup de moments forts, mais il y a eu un moment qui nous a tous marqués. On va le regarder et puis ensuite, Andy, tu réagiras là-dessus. C'est magnifique, Andy, en fait, cet hommage. Alors déjà, un truc qui se fait jamais, François Gomez rentre carrément sur le terrain. Le match n'est pas terminé. Voilà, déjà. C'est beau aussi de voir tout ce public landais t'applaudir, crier ton nom. Et toi, on sent que au début, il y a un peu le truc de... là, on est sur un moment du match, on est vers la fin où tu sais que le titre est perdu, qu'il y a de la tristesse, il y a un peu de retenue. Et puis quand tu retournes vers le banc, là, ça commence un petit peu à venir, les émotions. Ouais. Ça clairement, au départ, j'avais la rage. Ouais. J'avais la rage du match et j'étais pas dans le truc, quoi. J'étais énervée, en fait, et déçue. Et puis, en fait, après, le fait que, François, qui est chez lui, hein, il rentre sur François, même quand il coach, il est sur le terrain. Donc, donc ouais, il est venu me chercher sur le terrain. Et puis, effectivement, là, tout le public landais... que j'ai remercié parce que voilà, il y a eu ce moment où j'ai switché en fait et où je suis un peu sortie de ma déception, de ma tristesse. C'est là, hein. Ouais. Et là, en fait, je vois toutes mes coéquipières en plus qui ont les yeux rouges, qui pleurent et je me dis, wow, ouais, c'est vrai que là, c'est chaud. Et ouais, ça m'a prise, voilà. Les larmes, voilà. Ouais, mais c'est normal et ta carrière, elle est immense et la trace que tu as laissée, même si tu t'en rends pas compte aussi, va être énorme. Et je me rappelle avoir fait une interview avec toi juste après la fin du match, ce qui est jamais simple, d'ailleurs. Je salue toutes les joueuses qui veulent bien être interviewées après des défaites parce que c'est pas une partie de plaisir. Mais tu as joué le jeu et je me rappelle que tu m'as dit que tu étais très contente aussi de voir en fait l'engouement, l'ambiance aussi là pour le basket féminin français cette saison. Tu m'as dit, regarde, il y a un public ici fantastique, on a réalisé une saison de dingue. T'en penses quoi là de l'évolution toi, du basket féminin français en termes de médiatisation, d'ambiance? Déjà, je me retrouve là. Ouais. On parle oui, effectivement, de ma carrière, mais on va dire de basket féminin. Donc ça c'est déjà très cool. Il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment ce genre d'émission. Donc en soi, déjà, c'est une avancée. Maintenant, quand on voit des salles comme BL, c'est juste énorme. C'est énorme l'engouement. Et c'est vrai qu'auparavant, on savait qu'il y avait Bourges.
le Prado. Mais là, on a le Prado, on a la Guinguette, on a BL. Enfin, c'est plein, quoi. Et donc, ça fait plaisir à voir. On a vu que voilà, il y avait Sport en France qui était là, qui suivait. On avait aussi l'équipe qui a suivi un petit peu, qui a rediffusé les matchs. Donc, je suis contente de voir ça et qu'on puisse montrer du basket féminin et que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est vraiment et qu'on leur donne en fait l'occasion, l'opportunité d'apprécier et de devenir des amateurs de basket féminin. T'as tout dit, Andy. Et puis ça, nous, médias aussi, c'est un travail collectif aussi pour nous. Hein. Tu vois, tu parlais de Sport en France, évidemment, la chaîne L'équipe, là, le groupe TF1 qui récupère aussi les droits des compétitions internationales masculines et féminines. Ouais. C'est une superbe nouvelle. On va en parler de l'équipe de France avec toi, évidemment. Mais avant ça, quand même, je voudrais que tu me dises un petit mot sur Bourges aussi, puisqu'on est un peu sur ta carrière en club. Comme je l'ai dit, c'est le club où tu as tout gagné, quasiment 11 saisons. Bon, tu les élimines avec Tarbes, mais qu'est-ce que tu retiens de ces années, de tout ce que ce club t'a apporté, Andy? Justement, c'est le club qui m'a lancé. C'est mes débuts en carrière professionnelle. Donc c'est là où j'ai tout découvert, le championnat de France, ouais. L'Euroleague. C'est là où du coup j'étais avec Pierre Vincent qui ensuite... on va dire, un peu grâce à ça, m'amène en équipe de France. Donc, pour moi, c'est vraiment Bourges qui m'a lancée. Et je suis arrivée, j'avais 18 ans. Et en premier, j'ai passé 9 ans direct d'affilée. Et c'est le dernier club que j'ai eu avant de partir à l'étranger. Donc c'est là où j'ai fait mes premières armes et c'est là où le public m'a accueilli, m'a vu grandir, m'a aidé à grandir. Donc forcément, c'est un endroit particulier et spécial pour moi. On va partir sur l'équipe de France. Alors, on aurait pu parler de tous les clubs, mais là, il faut une émission de 4 heures. Tu es quand même passé par Latte Montpellier, Charleville-Mézières, l'Asvel, Schio aussi en Italie. L'équipe de France, évidemment, un énorme chapitre du livre de ta carrière, Andy. On va faire un petit truc, on va s'appuyer sur des photos. On a pris 4 photos, précisément. Attention, j'espère qu'il n'y a pas de dossier, là. Ouais, parce que moi, je me suis fait engueuler par Andy. Il y a une photo derrière elle. Elle m'a mis un coup de pression direct. Elle m'a dit, mais qui a choisi cette photo? J'ai dit, c'est moi, désolé. Non, faut cacher. Donc on a 4 photos, on va les regarder ensemble et puis je te poserai quelques questions à partir de ça, ok? Ça marche. Ça va raviver quelques bons souvenirs. Alors bon, évidemment, on devait se démarrer par ça. JO 2012 à Londres, les braqueuses, c'était avec Isabelle Yacoubou, médaille d'argent. Là, quand tu revois ces images comme ça, je ne sais pas si tu as l'habitude toi, de te replonger un peu dans les archives, mais ça te procure quoi? C'est fou, je me dis, c'était il y a un moment. C'était vraiment il y a un moment. Forcément, là, après, disons que dernièrement, j'ai eu pas mal à me replonger un peu dans tous ces souvenirs. J'ai même eu, et là, je fais un coucou à mes coéquipières de cette année, qui m'ont fait, en fait, comme cadeau, un petit album photo qui retraçait toute ma carrière. Donc ça m'a fait énormément plaisir et j'ai revu des photos. Je ne sais pas où est-ce qu'elles les ont trouvées, mais voilà, c'était très cool. Et oui, effectivement, ça me replonge à Londres et au fait que c'était un événement juste dingue dans ma carrière. Premier JO pour toi. Première fois que tu allais à Londres aussi, il me semble. Ouais. Ouais, voilà. Bon, en même temps, il y a un peu de découverte d'une nouvelle ville, c'est top. Ça représentait quoi pour toi, Andy, les Jeux Olympiques, à ce moment-là de ta carrière? C'est un truc qui t'a fait rêver depuis toute petite? Alors c'est quelque chose c'est une compétition que je regardais forcément à la télé parce que à la maison on aime bien regarder le sport et puis je pense que pendant les Jeux Olympiques tout le monde est branché sur ça et donc je regardais ça un petit peu de loin et je dirais pas qu'à ce moment-là c'était un peu inaccessible mais voilà ça me paraissait quand même très très loin. Et puis, forcément, quand on commence à faire un peu plus de basket, à rentrer au pôle, tout ça, l'INSEP, Bourges, l'équipe de France, forcément, on se dit, il faudrait quand même que je fasse des Jeux Olympiques. Ça, c'est quand même l'objectif que j'ai. Après, mettre les pieds en équipe de France, c'est forcément jouer des Jeux Olympiques. Donc
Donc ouais, c'était juste, mais pas que pour moi, hein. Oui. Franchement, d'aller aux Jeux Olympiques, pour tout le monde, c'était comme la première fois à Disneyland, quoi, quand t'es gosse. Moi, j'ai eu beaucoup d'athlètes médaillés aux Jeux de Paris dans cette émission. Et à chaque fois que je leur demande leurs meilleurs souvenirs des Jeux, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, qui me parlent de la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'à Londres, en 2012, elle était aussi magique, cette cérémonie? Est-ce que ça reste l'un de tes souvenirs peut-être les plus marquants de ces Jeux Olympiques? Alors, quand je pense à 2012, on va dire que j'ai 3 gros souvenirs. Ouais. C'est forcément la cérémonie d'ouverture. Ouais. Voilà, je me souviens quand on rentrait dans le stade, qu'on voit qu'il est rempli, les flashs des appareils photo, c'était juste fou. Qu'on était là à courser Kobe Bryant pour prendre des photos avec lui. Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Ensuite, il y a forcément quand on monte sur le podium, parce que voilà, on se retrouve avec une médaille d'argent des Jeux Olympiques, donc c'est fou. Et puis le dernier, c'est aussi la chance que j'ai eue de pouvoir aller participer enfin, voir la finale du 100 mètres. Oui, et pas participer. Non. Non. Ouais, non. Voir la finale du 100 Ouais, mètres. c'est énorme ça. Et Oh. voilà. Ah ouais, donc ah oui, c'est cool parce qu'en même temps, donc, tu fais médaille avec cette équipe qui restera dans l'histoire du basket français et en même temps, tu as pu kiffer vraiment l'événement. Clairement. T'es pas sorti frustré en fait de ces premiers Jeux? Ah non, mais c'était franchement, j'en ai pris plein les yeux. C'était juste dingue parce qu'on avait pas François. Il est partout, François. Ouais, non, mais Pierre Vincent qui nous laissait quand même pas mal de liberté. Donc on devait se réunir pour manger, en gros pour s'entraîner et pour jouer aussi. Ouais. Et après tout le reste du temps, c'était vraiment libre et on faisait ce qu'on voulait. Donc ouais, on a pu aller voir pas mal de compétitions. Et puis là, grâce à Edwige Lawson et ses nombreuses connaissances, on s'est retrouvés avec des billets pour aller voir la finale de 100 mètres. Donc voilà. Ah, c'est fou. Et en fait, moi, j'ai la sensation que ce qui a fait la force de cette équipe, c'est que tu sais, au jeu, on a cette tout athlète prend une claque de bonheur. Maintenant, c'est à savoir comment tu l'encaisses. Ouais. Et vous, j'ai l'impression que vous l'avez bien encaissé, que ça vous a un peu servi pendant la compétition. Vous avez pris ça comme un moteur. Ouais, clairement. Je trouve qu'on avait un groupe qui était assez mature, dans le sens où on avait beaucoup de liberté. Ouais. Mais on savait que voilà, les moments où on devait être réunis donc pour l'entraînement, il fallait être à 100% dans l'entraînement, quoi. Et une fois qu'on donnait ces 100%-là pendant 7h30, après, c'était voilà, liberté, Ouais. et on pouvait faire ce qu'on voulait. Et je pense que ouais, d'avoir ce kiff-là à côté, ça nous permettait justement d'être... Ouais, en fait, les jeux, ça donne une énergie particulière parce que tu vois tellement de choses autour. Tu vois d'autres membres de la délégation France qui performent, qui font des médailles, Ouais. des trucs. Et après, tu te dis, non, mais c'est une... Faut que je le fasse aussi. Ouais, voilà. Faut qu'on le fasse aussi. Donc toi, après, tu arrives sur le terrain et tu te dis, bon, allez, let's go. Et justement, tu vois, nous, on a eu Sandrine Gruda, Isabelle Yacoubou qui était à ta place il y a quelques mois. Isabelle Yacoubou, je me rappelle, m'a raconté pas mal d'anecdotes autour des Jeux. Elle a parlé à Djokovic, elle a parlé à Kobe Bryant, enfin vraiment des trucs, elle a croisé Usain Bolt. Ouais. Toi, t'en as une en tête qui te vient vraiment, là, une anecdote que tu pourrais nous raconter ici, je sais pas, un athlète que tu as croisé ou tu as eu l'occasion de discuter ou je sais pas, dans l'ascenseur avec je sais pas qui. Disons que je pense que pour Usain Bolt, on doit avoir la même. Ouais, On l'avait croisé un des premiers matins avec toute l'équipe. Donc vraiment, on s'est précipité pour faire une photo tout ensemble avec lui. Et sinon, après ça, je ne sais pas si j'ai un truc en particulier, mais je sais que déjà, rien que de pouvoir rencontrer même, à l'époque, je ne les connaissais pas du tout, enfin, je ne les avais jamais rencontrés, les joueurs de l'équipe de France de handball. Ouais, Karabatic, Ouais, tout ça. voilà. Ouais. Bon, c'était déjà fou, quoi. Donc ouais, voilà, c'est sûr que comparé... Il y avait quand même Kobe. Oui. Voilà, aussi. Donc ouais, c'est toutes ces petites choses-là où tu te dis, waouh, on est quand même parmi les stars du monde du sport, quoi. Ouais, puis il y a eu un coup de projecteur en fait avec cette équipe énorme sur le basket féminin aussi, parce que tu vois, tu parlais de handball.
C'est un peu les handballeurs qui ont initié ce truc-là de surnoms. Les barjots, les experts, les bronzés, etc. Ouais. Les experts, c'est les derniers d'ailleurs. Les braqueuses, c'est aussi génial d'avoir ce surnom et ça vous correspond tellement bien en fait. Ouais, ben, clairement, vu la physionomie des matchs à chaque fois, c'était clairement le bon surnom pour nous. Et ça fait bizarre de te dire que tu étais la dernière braqueuse en activité. Donc là, ça y est, maintenant, la génération des braqueuses, plus aucune joueuse ne joue au basket. C'est fini. C'est fou quand même. Hein. C'est dingue. Mais ouais, je sais plus, on m'en avait parlé et donc je me dis mais non, c'est pas possible. Il y en a bien donc, encore eu. Ouais, je réfléchis puis en fait, ben non, en fait, ouais, je suis vraiment la dernière. Donc ça fait bizarre en fait de se dire ben ça y est, c'est fini, pouf. On m'a toujours dit, tu verras, ça passe vite. Donc bon, on a toujours l'impression qu'on sera jeune pour toujours. Et puis en fait, ouais, là, ça met un petit coup. Tu te dis, ah bah non, en fait, les gens avaient raison. Et ouais, effectivement, ça y est, c'est déjà fini, quoi. T'as senti un avant et un après JO de Londres pour le basket féminin et pour toi aussi, pour ta carrière personnelle? Pour ma carrière personnelle, j'ai pas vraiment porté attention. Tu t'attendais à plus ou pas Je m'attendais à rien du tout. Ah ouais? Même après, tu vois, une médaille d'argent, on sait que tu peux passer dans une autre dimension quand tu as une médaille au jeu, peu importe le sport. Franchement, à ce moment-là, moi, j'étais surtout... Enfin, en fait, j'ai vécu mon truc, j'ai kiffé mon... Le kiff et l'insouciance un peu. Voilà, j'ai kiffé ma compétition et en fait, on a vécu notre truc et on a tellement kiffé que, franchement, un peu égoïstement, on pensait pas, enfin en tout cas moi, je pensais pas du tout à ce qui pouvait se passer en rentrant en France, quoi. Donc c'était, bah ouais, c'est sûr qu'on a fait une compétition de malade et tout, mais j'avais pas réalisé à quel point on avait été suivis et à quel point en fait les gens seraient là pour nous accueillir, nous féliciter, nous encourager et ouais, j'ai clairement vu un avant-après. Parce que là, on était attendus dans les salles, et notamment Céline, oui. et, comme des rockstars, quoi. Donc, c'était assez ouf. Ouais. C'est le meilleur souvenir de ta carrière? Ouais, clairement. Donc, au-dessus, la prochaine photo qu'on va voir tout de suite, au-dessus. C'est alors... Ah oui, ce sera la photo d'après, oui, forcément, au-dessus de ça, évidemment, mais au-dessus aussi du... Bon, je te tease un peu le truc, mais du titre de champion d'Europe en 2009. Ça, c'est un moins bon souvenir, mais ça arrive après les Jeux Olympiques de 2012, championnat d'Europe 2013 en France. Ouais. Et bon, j'ai pris cette image parce que tu vas encore m'engueuler, hein, mais elle illustre bien un peu la compétition, parce que vous arrivez en finale, vous êtes invaincu, et puis vous perdez d'1 point face à l'Espagne. Voilà, je t'ai demandé si les JO de Londres étaient ton meilleur souvenir. Est-ce que ces championnats d'Europe 2013 en France et cette défaite d'1 point face à l'Espagne en finale est le pire souvenir? Ouais. Clairement, c'était dur parce que ouais, tu sors des Jeux où tu fais médaille d'argent. Tu changes de statut aussi. Ouais, tu es sur un nuage et là, clairement, tu te dis bon bah. Sans trop s'avancer, il y a moyen quand même qu'on aille chercher la médaille d'or, quoi. Tu te le rejoues encore parfois, ce match, dans ta tête, ou c'est maintenant c'est très lointain? Maintenant, c'est lointain. Ouais. Mais ouais, j'ai eu un moment où c'était dur. Ouais. C'était dur, on a tous été un peu touchés par ça, parce que au-delà de perdre en finale, parce que ça nous est quand même arrivé encore après, mais t'es à la maison. Bah oui, c'est ça. T'es à la maison et tu sors des JO de Londres où t'as fait quand même un très beau résultat. Donc là, j'ai envie de dire, à ce moment-là, tu te dis, mais pas rien ne peut nous arrêter, mais on a les capacités de le faire, quoi. Ouais, et puis après, bon, c'est aussi ce genre de défaite, par contre, qui te forge une mentalité un peu d'acier et qui te permet après de perdre encore en... J'allais dire, après de perdre encore en finale. D'avoir plein de titres, mais oui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défaites en finale pour l'équipe de France, mais bon, voilà, c'est quand même un beau parcours à chaque fois. Et on va parler d'une autre médaille olympique. Elle est juste là, la petite photo. On va aussi la voir à l'écran tout de suite. JO de Tokyo. Alors, je voulais t'en parler de ça parce que, voilà, médaille de bronze, ambiance contexte Covid. Comment tu les as vécus, ces Jeux? En même temps, il y a la joie peut-être de faire une nouvelle médaille olympique. En plus, tu es capitaine de l'équipe.
Mais en même temps, il y a ce contexte Covid qui fait que la salle est vide, que les conditions sont très compliquées. Toi qui as vécu Londres, qui as vécu Rio, c'était une fête, des fêtes incroyables. Bah, raconte-moi un peu cette expérience Tokyo 2021. Bah alors, quand on parle de Rio, au final, je préfère quand même Tokyo avec personne dans les salles et la médaille de bronze. C'est sûr. Que cette saleté de quatrième place. Mais ouais, c'était des jeux quand même assez particuliers. Parce que ouais, les jeux du Covid, personne dans les salles. Là, il y avait vraiment que nous. Donc, c'était nous et nous. Donc, quand tu arrives dans la salle pour l'échauffement et que ouais, c'est mort, quoi. Donc, il faut trouver la force en soi et essayer de ne pas trop penser à Londres et à voilà, la façon dont ça pouvait résonner à ce moment-là, quoi. Et puis, garder en tête que malgré tout, il y a un objectif, qu'il y a une médaille à aller chercher et que voilà, que c'est les mêmes conditions pour tout le monde au final. Donc voilà, il y a juste à faire abstraction de tout ça et puis de commencer à se retrousser un petit peu les manches, quoi. Et puis ensuite, forcément, on va dire que c'était bien aussi de pouvoir finir pour une fois sur une victoire. Oui, c'est vrai. C'est une des rares fois où en fait on a fini la compétition sur une victoire et où on se retrouve avec la médaille et le sourire aux lèvres. Donc même si, bon, pour le coup, à Londres, tu perds contre les États-Unis et à cette époque-là, c'était comme si tu étais première. Exactement. Mais là, ouais, en fait, on finit troisième, mais on est trop contente, on est trop fiers. Et parce qu'en plus, sur le chemin, on a réussi à taper l'Espagne et la Serbie. Donc, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu dises ça parce que pendant les Jeux, on a reçu tous les médaillés et très souvent, ceux qui prennent le bronze, en fait, arrivent sur le plateau avec le sourire. Et quand on a qui prennent la médaille d'argent qui est au-dessus le bronze, ils font la gueule, quoi. Ouais. C'est normal, tu termines sur une victoire, c'est toujours kiffant quand même. Tu dirais aussi que ces Jeux Olympiques, ça a été un peu la médaille de la résilience, entre guillemets, la médaille vraiment dure à aller chercher, tu vois, peut-être une des plus dures. C'est clair que c'était pas simple, parce qu'en plus, donc on sortait déjà de l'Euro. Donc cet été-là, on avait fait 2 compétitions. Donc on sort de l'Euro où, encore une fois, on perd en finale. Et là, voilà, il y a les Jeux. Et puis, forcément, il n'y a personne pour nous encourager, tout ça. Il faut relever la tête, sortir de la déception que tu viens juste d'avoir, d'enchaîner avec une nouvelle compétition et voilà, en fait, de régénérer un peu toutes les forces pour aller chercher, encore une fois, un beau résultat, quoi. Ouais. On a parlé évidemment des JO de Londres 2012, tu as fait Rio 2016, Tokyo 2021, Paris 2024. Bon, je suppose que c'était aussi un objectif, un rêve pour tout sportive. Tu n'as pas été sélectionné pour ces Jeux. Ça reste un crève-cœur pour toi de ne pas avoir fait partie de cette équipe et d'avoir pu disputer ces Jeux à domicile, Andy ? Non, pas un crève-cœur. Alors forcément, oui, j'ai été déçue et ça n'a pas été facile. Mais encore une fois, je pense que dans mon malheur, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir les faire différemment et d'être aux commentaires et quelque part d'être pas très très loin des filles, d'être un peu au cœur des JO, un petit peu différemment. Mais j'ai pas eu le temps en fait de vraiment réfléchir à ma déception. J'ai dû être dans l'action. Voilà, il fallait que je travaille un peu pour mes fiches, tout ça. J'avais un nouveau challenge. Donc c'est surtout ça que je retiens en fait maintenant quand je parle de Paris 2024. Bon, une consultante qui bosse, voilà, ça fait plaisir. Fred, non, je rigole. On a 2 très bons consultants évidemment sur Sport en France. La dernière photo, alors parce qu'on parle beaucoup de médailles d'argent, de défaites en finale sur les différents championnats d'Europe, mais il y a quand même ce titre de 2009. Donc toi, Andy, c'était ta première compétition avec les A, 2009. Direct, tu commences sur une médaille d'or au championnat d'Europe, tu poses des bases solides, quoi. D'entrée, quoi. Ah là, en fait, ouais, mais c'était...
je sais même pas quoi dire, c'était juste dingue. Après, moi, j'étais vraiment la petite jeune à ce moment-là. Et j'étais trop bien habituée dès le début comme ça. Hein, voilà, à la limite, j'aurais pu croire que c'était simple Mais c'est d'aller ça en chercher fait. des titres. Mais c'est pas forcément ce que je me suis dit. Ouais. Mais après, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était vraiment compliqué parce que on a encore pas fait depuis quoi. Ouais. Donc voilà, mais je suis contente d'avoir pu vivre ça et de pouvoir forcément cocher ça et de mettre ça sur mon CV. Ouais, et puis en plus, tu as eu quand même un rôle, parce que je crois que tu as plus de 11 minutes de temps de jeu en moyenne sur Ah ouais? cet Eurobasket. Ouais. D'accord. Bon. Ouais, bon voilà, c'est journaliste, on donne quelques chiffres. Des fois, les joueurs ne sont pas forcément au courant. Mais tu sens quand même que voilà, tu as eu aussi un impact sur le résultat, que tu n'étais pas juste une joueuse fraîchement arrivée et qui a juste un rôle de remplaçante. Franchement, à ce moment-là, j'avais plus la sensation, enfin, en tout cas le souvenir que j'en ai, moi c'est plus que ouais, j'étais quand même bien remplaçante et vraiment petite jeune qui était là un peu pour apprendre quoi. Découvrir, Comme voilà, quand on met parfois des jeunes et qu'on les fait pas forcément jouer, mais qu'on les prépare en fait à la suite quoi. Et tu réalises tout de suite, là, quand tu as ce titre de championne d'Europe, tu te dis tout de suite, waouh, enfin, ouais, je suis parti pour une grande carrière en équipe de France, pour beaucoup de titres, ou tu restes tempéré, et justement, tu es un peu dans cette insouciance de découverte et d'apprentissage? Je pense que j'étais toujours ouais, dans j'ai toujours ouais, cette insouciance et puis toujours me dire qu'est-ce que ce sera la suite quoi. Ouais. Et j'ai rarement pris les choses pour acquises. Donc pour moi c'était ouais, peut-être que j'étais dans sur cette compétition là, mais en fait là le but c'est de pérenniser en fait ma présence en équipe de France et justement de pouvoir faire une autre compétition et de pouvoir avoir un petit peu plus de temps de jeu et de pouvoir apporter un petit peu plus. Enfin j'étais vraiment sur ça et moi c'est vraiment step by step à chaque fois. Bon, et puis la suite, on la connaît, on l'a dit durant toute l'émission, ce palmarès dingue qu'a Ndie Miyem. 16 ans plus tard, maintenant, l'équipe de France a l'opportunité peut-être de décrocher encore un titre à l'Eurobasket. Ça sera donc en Grèce, début 18 juin. Donc l'équipe de France est dans le groupe A, avec la Grèce, pays hôte, la Turquie, la Suisse. Tu les sens comment, toi, les Bleus, Ndie? Là, je m'adresse à la consultante, hein, Ndie Miyem, qui a de l'expertise. Alors, c'est vrai que là, on a quand même les absences de Marine, notamment, de Gabi, de Dom. Donc bon, c'est vrai qu'on aurait préféré les avoir. Néanmoins, moi, je reste persuadée que l'équipe de France, à chaque fois, est capable d'aligner une équipe au-dessus des autres et qui est capable de jouer toujours les meilleures positions. Maintenant, voilà, va falloir aller se le chercher parce qu'on l'a vu hein, depuis 2009, malgré les très beaux effectifs à chaque fois qu'on a aligné, on a toujours pêché en finale. Donc là, je leur souhaite d'apprendre de ce qui a pu se passer précédemment et j'ai vraiment envie qu'elles puissent aller chercher le titre, même si... Bon, en face, il y aura quand même toujours la Belgique. Il y aura peut-être aussi l'Allemagne, à voir l'équipe qu'elles alignent. Mais voilà, la Belgique est quand même bien là. Donc, il va falloir être vigilante et il va falloir surtout pas se dire que... Enfin, il ne faut pas penser aux absentes. Il faut penser à celles qui sont là et qui sont capables d'amener qui elles sont et d'amener, je pense, très loin les couleurs de l'équipe de France. Voilà, Ndie Miyem, la consultante, elle se balade tout simplement. Magnifique. Non mais justement, en effet, tu as raison, je pense qu'il faut oublier les absentes, mais je voudrais quand même avoir ton avis là-dessus, puisqu'on reprécise, donc il y a Gabi Williams, Marine Johannes, Dominique Malonga, Carla Leight qui vont rester, ont fait le choix de rester en WNBA. On précise que le calendrier en fait de WNBA est un peu en confrontation avec celui de la FIBA. Je vous donne un peu plus de détails aussi parce que c'est un peu spécifique. En fait, il y a des règles en vigueur. Hein. Une joueuse de WNBA peut être libérée jusqu'à 14 jours avant le début d'une compétition internationale. Mais si elle s'absente plus de 21 jours pendant la saison, elle ne valide pas son année d'ancienneté. Et ça, c'est un critère assez crucial pour toucher de meilleurs salaires et accéder à certains statuts contractuels. Voilà, c'est un peu plus compliqué que juste un choix comme ça. C'est un dilemme à chaque fois pour les joueuses. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Finalement, c'est plus une histoire d'essayer peut-être de trouver une entente entre la FIBA et la WNBA, qui pour l'instant n'arrive pas.
Ouais, je souhaite que cette entente arrive parce que bah, ce serait bien qu'on puisse avoir les meilleures joueuses de chaque nation présentes en fait sur les compétitions internationales. Ce serait, je pense, quand même une bonne chose pour la FIBA. Et puis, bah, ça permettrait aussi bah, aux joueuses de ne pas avoir à faire ce choix, quoi. Même si, bon, des fois, dans la vie, il faut faire des choix. Mais si on peut justement bah, s'arranger autrement, mais pourquoi pas, ça pourrait être top. Sans être dans le jugement, parce qu'on n'est pas comme ça, t'es pas comme ça, et voilà. Mais tu comprends ces joueuses-là? Est-ce que tu comprends leur choix d'avoir privilégié la WNBA à ce moment-là de leur carrière par rapport à l'Eurobasket? Ou est-ce que toi, si tu t'étais retrouvé dans cette position-là, tu aurais pris quelle décision? Bah, disons que moi, quand j'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller en WNBA, c'est bien tombé aussi parce que c'était une année de championnat du monde et que du coup, la compétition était plus tard. Ouais. Donc, j'ai pu allier les deux. C'est difficile comme question. Franchement, c'est difficile. C'est difficile. Après, moi, tout ce que je peux dire, c'est que chacune est maître de sa carrière et de ses décisions. Et tant que bah, qu'elles les font comment dire, en étant alignées avec elles-mêmes et ce qu'elles veulent faire, bah après, voilà, chacun fait ses choix. Hein. Oui, et puis voilà, le vrai problème n'est pas tellement, ne vient pas en fait des joueuses, puisqu'elles sont confrontées à un dilemme qui n'a pas lieu d'être en fait. Ouais, faut essayer de trouver un terrain d'entente entre la WNBA et la FIBA. C'est pour ça que je pense que la meilleure solution serait qu'effectivement on puisse, que FIBA et WNBA puissent s'entendre et voilà, se caler au mieux pour les joueuses. Mais bon, voilà, après, si ce n'est pas le cas, bah, malheureusement, on arrive à faire des choix et chacun fait ses choix. Hein. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Je voudrais quand même t'entendre parler un peu sur la WNBA. Toi, tu as participé à une saison en 2018 avec Minnesota. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience outre-Atlantique? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? J'ai pu déjà aller côtoyer les meilleures joueuses américaines. J'ai pu vivre voilà, une saison en W, voir ce que c'est. Avec les championnats en titre en plus, non? Ouais, c'est ça. Donc pour moi, qui suis toujours à la recherche de découvrir un peu tout ce qui peut se faire et de toujours voilà, avoir un peu les différents statuts, pour moi, c'était vraiment super enrichissant. Maintenant, effectivement, oui, j'aurais toujours aimé que ce soit plus long, pouvoir avoir plus de temps de jeu, tout ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et juste, ouais, je suis contente d'avoir pu le faire. Et puis, quelque part, peut-être aussi d'avoir aidé, en fait, à ouvrir un peu le chemin pour toute cette belle génération qui est là et qui s'éclate et qui joue clairement, qui joue tout simplement dans cette ligue. Et ouais, je me dis que voilà, j'y suis passée. Et puis là, il y a voilà, les jeunes pousses qui y vont et qui écartent un peu tout sur leur chemin, donc c'est cool. Ouais, c'est quand même fou ce qu'on est en train de vivre actuellement, là, avec le nombre de joueuses françaises en WNBA qui jouent, qui performent, en effet, tu l'as dit. Ça prouve aussi que le basket féminin français continue encore de grimper. On a l'impression qu'elles n'ont pas de limite, en fait. Clairement, à l'image de la finale des Jeux Olympiques. Oui, clairement. Voilà, quand on compare à 2012, où bon... Alors, on n'est pas arrivé sûrement dans le même état d'esprit, mais on se prend quand même 30 points. Et à l'époque, c'était un peu le tarif pour toutes les équipes qui jouaient les États-Unis. Et là, une pointure, quoi. Ouais, clairement. Donc ouais, ça montre aussi sûrement justement le travail qui a été fait et voilà, et l'espace le terrain qu'on a gagné sur cette équipe américaine. Donc, j'ai envie que ça continue et qu'on voit une équipe de France battre les Américaines, ce serait juste dingue. Ah, c'est clair, c'est clair. L'avenir s'annonce radieux. On arrive sur la fin de l'émission, Andy, mais voilà, on ne pouvait pas se quitter sans un petit cadeau avant que tu repartes à tes occupations. Ouais. Je te propose de regarder une petite vidéo ensemble, ok? T'es prête? Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va. Et coucou ma mif, je commence déjà cette vidéo par un son que tu connais. Écoute.
Est-ce que ça te rappelle des souvenirs, Mamif? Les game day? Merci pour tout ce que tu as fait. Je me souviens qu'on se disait toujours qu'on voulait avoir des souvenirs à partager avec nos enfants. Et ben merci d'avoir permis à mes enfants de te voir jouer. Et ça c'est super, au moins ils pourront garder en tête que Tati Andy elle joue au basket et qu'elle passe à la télé. Et je te souhaite que le meilleur. Tu sais que je serai toujours là, hein, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je sais que je suis souvent là dans les mauvais moments, mais c'est peut-être le plus important. Au moins maintenant on aura le temps de profiter et de passer de très bons moments ensemble. J'ai été chanceux de croiser ta route. Tant à tes tout débuts, en cours de carrière. Je te remercie de m'avoir fait venir au Cameroun pour encadrer tes camps. Ça, c'est un excellent souvenir où tu n'étais pas. Il faudra qu'on organise ça pour qu'on y soit tous les deux, évidemment. Et puis, je te remercie d'avoir terminé ta carrière aussi brillamment avec mon équipe. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Et la suite, on va la vivre aussi ensemble. À très vite, Andy, je t'embrasse. Coucou ma sœur, une petite vidéo pour te féliciter bien évidemment pour ton immense carrière. Ça a été pour moi vraiment une fierté et un honneur de partager quelques années avec toi, que ce soit à Bourges, à Montpellier ou en équipe de France. Franchement, j'oublierai pas, ça a été juste incroyable. J'ai été vraiment chanceuse de commencer déjà ma carrière avec toi et aussi de passer autant d'années ensemble. Et bon, ce que je retiendrai surtout, c'est les moments en dehors. Toi-même, tu sais, on a sacrément rigolé. Donc voilà, merci pour tout ça. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis de toute façon, même si ce sera plus sur le terrain, toi-même, tu sais, on se suit. Et encore une fois, bravo et merci pour tout. Je t'aime fort. Je suis très heureux d'avoir été là. Depuis les moments où on allait shooter avec papa pendant l'été, pendant les vacances, on allait shooter sur le terrain sans ficelle, sur du goudron, on allait devoir shooter là-bas et on devait aller courir sur la piste. J'ai été là pendant ton premier match professionnel, j'ai été là pendant les JO à Londres, j'ai été là et pendant ton dernier match lors de ces finales de Ligue féminine, j'ai été là. Donc je suis très content d'avoir pu suivre l'ensemble de cette carrière, d'avoir été spectateur privilégié de tout ça. Et en tout cas, bravo pour ce que tu nous as donné à nous, ta famille et aussi à tes amis, mais aussi ce que tu as donné au basket français et au basket en général. T'es une personne vraiment incroyable, t'es toujours là à t'assurer que tout le monde va bien, tu réconfortes, tu rassures, t'es de bons conseils, voilà. Et en fait, juste pour ça, je suis très contente de pouvoir te compter dans mon cercle proche, d'avoir une personne comme ça à mes côtés, qui a déjà tout vécu. À chaque fois, dès que je vais vivre un truc, tu me parles de toi, ton expérience, et du coup, ça me conforte, ça me rassure. Donc voilà, je suis très contente et merci pour ta carrière et merci pour la personne que tu es. Je salue la carrière exceptionnelle que tu as pu faire. Je te souhaite le meilleur pour la deuxième partie de ta vie et nul doute qu'elle sera aussi belle que la première, aussi remplie que la première. En tout cas, moi, je suis ravie de poursuivre l'aventure avec toi. Et t'es un bonheur au quotidien, t'es solaire, t'es positive. Et je suis vraiment super heureuse qu'on se soit croisés. Voilà, bisous, bisous. Just say congratulations on a wonderful career. I am so thankful for basketball that we crossed paths. You were one of the first people that made me feel super welcome in France. And I am glad that I have a friend for life all the way across the water in you. So Rumi, cheers to a great career. Love you. Coucou ma licorne, une petite vidéo pour te féliciter pour cette incroyable carrière, un des plus beaux palmarès du basket français. J'ai hâte de te retrouver dans un rythme de vie un peu plus normal et hâte de nos prochaines vacances et de nos prochains week-ends. Je t'aime fort. À bientôt. Coucou mon petit bichon, écoute, encore une fois, félicitations pour cette belle carrière. Tu es une femme remarquable, remarquée justement. Tu as marqué le basket français, mais je pense aussi que tu inspires plus largement des sportives de manière générale, de haut niveau ou pas. Voilà, moi je te connais depuis très très longtemps, justement grâce au sport. Je sais à quel point la belle personne que tu es toujours restée. Tu as traversé des périodes pas faciles, mais aussi des très belles réussites et tu es toujours restée la même. Donc voilà, donc j'ai hâte encore d'être à tes côtés pour cette seconde partie de vie. Je t'embrasse fort, à très vite. Voilà, le cadeau Andy. Ah bah ouais.
Il y avait Très tout le beau monde. cadeau. Ouais. Je suis contente. Je n'ai pas pleuré. Non, presque. Ouais. C'est Jasmine qui a failli m'avoir là, mais non, ouais, ça me fait plaisir. Ouais. C'est beau de voir toutes ces personnes-là en fait qui tombent dans leur cœur. Et ce qu'on a voulu aussi dans cette vidéo, c'est pas seulement mettre des joueuses ou des coéquipières. C'est mettre vraiment aussi des gens du quotidien qui sont pas dans le basket, qui sont tes amis, et voilà. C'est ce petit cadeau pour toi. Bah, clairement, parce que mes amies, c'est peut-être celles qui voient aussi l'envers du décor. Quand il y a des moments un petit peu plus tristes, des déceptions, ben, voilà, c'est elles qui vivent ces moments-là. C'est elles aussi que j'appelle. Et ouais, pour ça, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des amis, quoi. Mais ça m'a aussi fait plaisir de voir et d'entendre ce que Jess a pu dire parce qu'effectivement, je me dis, moi, quand j'ai commencé, y a des gens qui m'ont parlé, il y a des gens qui ont été là et qui ont essayé de me donner des conseils. Parce que quand on est jeune, c'est pas toujours simple. Et en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ben, voilà, tout ce qu'on a pu me donner, j'ai envie de pouvoir être ce genre de personne pour les plus jeunes. Parce que c'est important, voilà, de pouvoir rendre et de pouvoir aider autour de soi. Donc, si je l'ai pu le faire un petit peu, voilà, je suis contente. Et puis moi, je te remercie aussi, Andy, en tant que journaliste. Ça a été un plaisir de commenter tes matchs, de t'avoir eu à mon micro dans les victoires, dans les défaites aussi. Tu as à chaque fois joué le jeu. Et puis dans mon émission. Voilà, je me suis régalé et passionnante comme d'habitude. Solaire, voilà, avec ce magnifique sourire. Et je te remercie pour l'ensemble de ta carrière et pour ce très bon moment passé avec toi. Ah merci, c'est super. Là, du coup, je peux pas arrêter de sourire là. Bah oui. Et continue comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup, Andy. Ouais, merci, c'est super, c'est sympa, vraiment cette émission. Merci. Et puis de toute façon, voilà, on l'a dit, directrice sportive de Tarbes, donc on sera jamais très loin d'Andy Millem avec Sport en France, vous inquiétez pas. Moi, je remercie toute l'équipe aussi en régie, évidemment, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Sport Stream. Salut tout le monde, passez une excellente soirée.